Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. Outre avoir dirigé le Parti Socialiste, vous écrivez un blog que je recommande à nos auditeurs parce que c'est un blog où on apprend beaucoup de choses. Et notamment le 30 décembre, vous avez décrit exactement ce qui s'est passé à la primaire populaire le 15 janvier. C'est l'avantage de l'expérience que vous racontez dans Hier, aujourd'hui et demain à VA Édition, un livre qui raconte à la fois votre parcours politique, mais aussi une réflexion sur la crise actuelle de la gauche. Pourquoi ce livre, ici et maintenant ? Bien, au point de départ, c'était un livre que j'avais prévu pour une primaire de toute la gauche, histoire de raconter mon histoire dans l'histoire de la gauche. Et puis, comme vous avez vu, la primaire de toute la gauche n'a pas eu lieu, et la primaire du Parti Socialiste non plus. Donc, il fallait continuer le travail, et donc c'est publié maintenant, voilà, tout simplement. Quand a commencé, selon vous, le processus de dislocation de la gauche ? Est-ce que c'est 2005, le référendum sur l'Europe ? Est-ce que c'est 83, le tournant de la rigueur ? C'est 2002. C'est la défaite de Lionel Jospin, parce que à ce moment-là, on ne s'est pas rendu compte que c'était une défaite stratégique. On a pensé que c'était tactique, parce que les Français s'étaient pas levés au bon moment et avaient été partis en vacances sûrs que Jospin serait retourné un accident qui était parti. Et donc, pour moi, c'est le moment c'est le retournement. Après, on a vécu sur le remords de 2002. Une partie de la gauche s'est dit, on n'était pas au rendez-vous et ça a permis à Jean-Marie Le Pen d'être qualifié. On va peut-être pas refaire ça 2 fois. Et donc, ils ont continué à voter. Mais il n'y avait plus de force propulsive, il n'y avait plus de propositions, il n'y avait plus de pensée sur la société. On était très datés et on a continué à l'être. À l'époque, en 2002, je m'en souviens, vous nous disiez, Jospin va additionner les exclus, les classes populaires et les classes moyennes. Cette grande addition-là, elle ne s'est pas faite. Pourquoi le PS a perdu le contact avec les classes populaires ? Il a perdu le contact avec les classes populaires parce qu'il s'est recentré sur sa capacité de gestion. Vous saviez que le procès que l'on faisait à la gauche, c'est qu'elle n'était pas capable de gouverner. On disait la gauche est rentrée par effraction, avait dit un certain nombre de responsables de la droite dans le pouvoir. Et donc on a voulu faire la démonstration qu'on savait gouverner. Donc c'était la gauche de gouvernement et on a été obsédé par cet objectif. Et petit à petit, on s'est donc tourné vers les gouvernants, vers les élites, et de moins en moins vers le peuple. Deuxième élément, c'est que notre sociologie a changé. C'est-à-dire que le Parti Socialiste est devenu un parti dominant dans les métropoles, dans les cœurs de métropole, et non plus dans les banlieues, la fois dans une alliance avec le Parti communiste, mais hors les murs des grandes métropoles. Et donc les préoccupations dans les centres-villes ne sont pas les préoccupations des banlieusards. Et le Parti socialiste a commencé à entretenir l'idée qu'il fallait moins s'adresser aux travailleurs, aux pauvres, mais plus aux minorités, et aller chercher sur leur crise identitaire de nouveaux électeurs. C'est aussi une erreur, ça ? C'est aussi une erreur, c'est l'erreur fondamentale. L'erreur fondamentale, c'est d'avoir abandonné le social au nom de l'écologie. L'écologie est fondamentale, mais sans poser la question sociale, vous ne pouvez pas répondre aux problèmes qui sont posés à la société française, parce que le problème de la société française, c'est la question sociale. Pas simplement des salaires, des logements, on le voit aujourd'hui, de l'exclusion, du précariat et ainsi de suite. Le socialisme a été inventé pour lutter contre le capitalisme industriel et l'exploitation qu'il engendrait. Mais aujourd'hui, le problème, c'est le capitalisme qui détruit l'environnement. Donc cette domination de l'écologie, même de l'écologisme, c'est logique, c'est au vert d'être la locomotive. Pas tout à fait, parce que si la question écologique est une question fondamentale, la question industrielle nouvelle, elle est aussi. Aujourd'hui, c'est le 4.0 de la nouvelle industrie qui est posée. C'est la domination de l'intelligence artificielle. C'est l'ubérisation aussi. Et voilà, donc face à cette ce nouveau capitalisme, il faut un nouveau socialisme. C'est-à-dire un socialisme qui défend l'intégrité humaine, qui est un des éléments que je mets au centre de mon livre. Et ce socialisme, il démarre et il redémarre dans l'histoire chaque fois avec des intellectuels qui le pensent avant que les politiques l'agissent. Où sont-ils, les intellectuels ? Ils sont nulle part, parce qu'ils pensent hier. C'est pour ça que je dis que la gauche est datée. Vous savez, la gauche aujourd'hui, elle va être marginalisée aux élections présidentielles et aux élections législatives. Elle a perdu le combat idéologique face à un Zemmour dont on parlait tout à l'heure, et à la nouvelle droite. C'est-à-dire qu'Alain de Benoît avait théorisé dans les années 60 que la droite serait majoritaire un jour sur 3 I, immigration, identité, insécurité. C'est le cas aujourd'hui. Oui. Donc nous avons perdu ce combat, mais l'impression rétinienne de l'ensemble de la gauche est toujours la même. On se croit dans les années
années 60. On se croit dominant. Et donc, il faut changer aujourd'hui notre logiciel. Et pour l'instant, il n'y a pas ni de travaux universitaires, ni d'intellectuels organiques, ni d'intellectuels tout court qui participent à l'élaboration d'une nouvelle pensée de gauche. C'est ce que j'essaye de faire. Et tout va commencer dans cette année, mais il faut passer par cette présidentielle. La gauche victorieuse, ça a toujours été une gauche d'union. Or, depuis 2008, il y a un homme qui empêche l'union, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il ne veut pas d'union, il veut détruire les autres. Alors, dans quelques mois, c'est fini, il sera parti. Alors, il sera parti, il sera toujours là quand même, parce que il est possible qu'il soit en tête de l'ensemble de la gauche, même sous les 10. Et à partir de là, il revendiquera un leadership moral, politique sur l'ensemble de la gauche. Mais il faut arrêter de courir derrière Jean-Luc Mélenchon. Il faut pas en faire l'ami, il faut pas en faire l'ennemi. Il faut être à nouveau nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut construire une nouvelle social-démocratie, une nouvelle gauche réaliste, responsable. C'est ça l'objectif aujourd'hui, républicaine, sociale et écologique. Alors, on va commencer par ordre chronologique, par la présidentielle. Anne Hidalgo a fait pâle figure dans la primaire populaire. C'était une machine destinée à détruire tous les autres candidats que Christiane Taubira. Ah bah oui, c'était une machine à sélectionner Christiane Taubira. C'était une bonne idée. C'est une idée qui a été dévoyée. C'était une bonne idée. On avait fait la même chose avec Lionel Jospin, avec les assises de la transformation sociale. D'un certain point de vue, avant de 95, on avait essayé de rassembler l'ensemble de la gauche. Là, on rassemble pas. On fait une candidature en plus. C'est-à-dire, c'est pour ça que je pense que Madame Taubira n'ira pas jusqu'au bout, parce que elle ne sera pas parjure à ce que elle avait dit au point de départ. Elle fera le tour des candidats, elle s'apercevra que personne veut se retirer, malheureusement, et elle en tirera les conséquences et n'ira pas au bout. Au passage, on a vu quand même cette manière de s'organiser des citoyens avec ce jugement majoritaire. Ça fait sourire d'insuffisant à très bien, le cahier de classe. Mais au moins, c'est plus subtil que oui, non, ou Dupont ou Martin. Il y a peut-être un avenir là pour la gauche dans cette manière de réfléchir et de décider. Alors oui, il y a un avenir parce que, enfin, c'est pas tout à fait nouveau. La dimension participative, Ségolène Royal l'avait mis au cœur de sa campagne présidentielle. C'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui parce que les partis verticaux, les décisions verticales, blanc-noir, oui, non, c'est plus moderne. Il y a plus de nuances. Puis aujourd'hui, encore une fois, on est dans l'intelligence artificielle, le net, etc. Bon, mais le problème, c'est que on a eu un jugement sur les candidats à partir d'une plateforme qui était trop à gauche pour le Parti socialiste et passé à gauche pour la France insoumise et les Verts. Ça n'a pas regroupé l'ensemble de l'électorat de gauche. Mais on pensait que le Parti socialiste lâcherait Anne Hidalgo après son score médiocre à la primaire, que ça serait le coup de grâce. C'est pas le cas. Le PS existe encore, il ne veut pas mourir. Le PS ne mourra pas de cette manière-là. Il se changera, il se refondra. C'est évident, il ne peut pas faire autrement. On est dans la situation de François Mitterrand à la fin des années 60 et au début des années 70, dans la refondation de la gauche. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la violence des propos au soir de la victoire de Madame Taubira, a fait comprendre à l'appareil électoral du Parti socialiste que ces gens-là voulaient les remplacer. Ils n'avaient pas compris. Ils les trouvaient sympathiques parce que c'était des jeunes qui s'étaient regroupés sur une plateforme. Mais ils se sont aperçus d'un seul coup que c'était le dégagisme des anciens partis et le dégagisme des positions électorales du Parti socialiste. Donc d'un seul coup, Madame Taubira a fait l'inverse de ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'elle a provoqué chez les socialistes, chez Jean-Luc Mélenchon, comme chez les Verts et au Parti communiste, une défense organisationnelle. Et ça peut permettre aux législatives de préparer un regroupement, parce que là, il faut être unis aux législatives. Samedi, vous vous êtes réunis à Saint-Ouen pour en parler. Absolument. Quelle est la stratégie ? La stratégie, c'est de trouver le moyen d'une union de l'ensemble des forces de gauche aux élections législatives. Pourquoi ? Parce que le grand paradoxe de la situation, la gauche est hors jeu, mais la France est divisée. Et donc, au lendemain des élections présidentielles, on peut faire le pari aujourd'hui que le président de la République n'aura pas la stabilité qu'il avait eue auparavant. Il gagnera, je sais pas qui, mais il gagnera, mais avec une opposition forte et une division dans son camp. On peut penser que si le président de la République, Emmanuel Macron, gagnait l'élection présidentielle, il n'aurait pas la dynamique qu'il a eue lors de la précédente. On peut penser que si Madame Pécresse gagnait l'élection présidentielle, elle aurait aussi une contestation très très forte et d'un certain point de vue permettrait à la gauche de se reconstituer. Et je ne parle pas de Monsieur Zemmour ou Mme Marine Le Pen qui reconstituerait la gauche. Donc la gauche, si elle s'unit, peut sortir son épingle du jeu, mais si elle est divisée comme aujourd'hui, elle n'aura pas de groupe parlementaire. Oui. Alors là, c'est le bout de la route. Là. C'est la refondation nécessaire. Et certains disent, il faut faire gagner Valérie Pécresse.
parce que ça va recréer du clivage droite-gauche, c'est 60 députés minimum pour le PS, la Macronie disparaît. Faut aller jusque-là? Non, je pense que c'est ça la pensée mécanique. C'est dans le cadre ancien. Le balancier reviendra. Voilà. Puisque nous, à ce moment-là, on sera face à la droite. Mais on sera pas face à la droite. C'est l'extrême droite qui sera face à la droite. C'est là où on fait une erreur. Il n'y a pas de système mécanique. Il faut une offre politique nouvelle. Il faut attirer l'ensemble des Français. Il faut pouvoir gagner ces électeurs qui étaient avec Emmanuel Macron. Si on va vers le wokisme ou si on va à la gauche de la gauche, on les gagnera jamais. Donc il y a la nécessité de se repenser pour pouvoir reconstruire une dynamique telle que l'avait fait François Mitterrand en 1971. Des états généraux de la gauche, là, au printemps après? Oui, sûrement quelque chose de ce style. Un mot d'international. La France va déployer des soldats à l'est de l'Europe dans le cadre d'une riposte commune face à la crise ukrainienne et face à Poutine. C'est une erreur? Non, ce n'est pas une erreur. Je pense qu'il y a une nécessité d'une gestion globale de la Russie. La Russie doit être notre partenaire, mais pas notre adversaire. Or, aujourd'hui, sur tous les fronts, elle est notre adversaire. À la fois, bien sûr, en Ukraine, parce qu'il y a une tendance à vouloir récupérer le Donbass et un certain nombre de territoires comme protection de la Russie face à l'OTAN. Mais nous voyons aussi qu'au Mali, il s'agit de nous expulser dans la milice Wagner. Voilà. Donc, on voit bien que la Russie, qui a reconstitué ses marges économiques, investit beaucoup dans l'armée, aujourd'hui cherche à retrouver une place dans le concert des nations. Et pour cela, eh bien, il y a la stratégie de Poutine, qui est de la stratégie de la tension partout. Donc, il faut l'amener à la table de la négociation. Et pour cela, il faut lui montrer que nous, on n'a pas peur de riposter. Les missiles sont à l'ouest, les pacifistes à l'ouest, disait Mitterrand. On est encore dans une... Absolument, c'est exactement ça. Enfin, il n'y a pas de mouvement pacifiste aujourd'hui à l'ouest. Mais il y a du défaitisme parfois. Oui, mais on voit beaucoup de dirigeants et de candidats à l'élection présidentielle qui sont très muets sur la question de Poutine. Ah, bien sûr. Jean-Christophe Cambadélis, hier, aujourd'hui et demain, c'est à VA Édition. Merci, bonne journée. Merci.